Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis super heureuse d'enregistrer un épisode avec Alison Paradis, actuellement au théâtre pour l'incontournable Un tramway nommé Désir, pièce lauréate, s'il vous plaît, des Molières 2024 et surtout en tournée partout en France. Exactement. C'est ça? Ouh, good news. Ça fait des années qu'on parle d'enregistrer un épisode ensemble. Des années, je suis peut-être un peu marseillaise, mais enfin, ça fait quand même un bout de temps. Donc, je suis super contente qu'on se rencontre déjà pour de vrai, qu'on fasse cet épisode qui, je suis sûre, va être passionnant, puisque toi et moi, on va parler du fait de se focaliser sur le négatif et... attends, je vais refaire cette phrase. Puisque toi et moi, on va se parler de l'équilibre un peu parfois instable entre le succès et les échecs. Non, c'est pas ouf. Attends, Tu te juges, Ginette. J'ai trop hâte que tu prennes un temps de pause pour l'épisode. Qu'est-ce que je pourrais dire? Que tu es la somme de tous tes échecs, ce serait peut-être un peu rude. Non, mais comment... Je suis en train de te faire taffer gratuitement. Non, là, mais t'as t'as vu? raison. En fait, parce que c'est intéressant de réfléchir à deux, que parfois, En fait, moi, je pense que le réel problème que j'ai eu et que j'ai aussi à certains moments, c'est de me mettre tellement de pression sur le résultat qu'à certains moments, en fait, je n'ai pas réussi à regarder la beauté du chemin et que j'avais tendance à grossir les échecs aussi parfois minimes qu'ils pouvaient être, sans voir qu'à côté de ça émergeait quelque chose d'absolument magnifique et positif à côté. Donc c'est un épisode peut-être sur son regard sur les choses et le prisme. Ouais, et puis surtout de se rendre compte que parfois notre pire juge n'est pas forcément le chien de ma mère, Ginette, comme on en parlait, mais soi-même. Et que parfois on se sabotait aussi d'une certaine manière parce qu'on n'arrivait pas à voir que l'énergie qu'on avait besoin de mettre, c'était peut-être sur cette petite chose qui avait l'air insignifiante et qu'on en mettait beaucoup trop sur quelque chose qu'on voulait absolument mener à bien, qui en fait n'aboutissait pas parce que c'était pas le chemin qui était le nôtre et qu'en fait on avait laissé tomber quelque chose qui aurait pu aboutir à un résultat beaucoup plus intéressant. C'est tellement intéressant parce que tout d'un coup, on regarde ces échecs avec une maxi loupe, ces échecs qui deviennent donc énormes à nos yeux, des rôles pour ta part que tu aurais aimé avoir qui deviennent dans ton esprit les rôles de ta vie alors que la réalité, elle est toujours différente de ça. Ouais, et puis surtout, moi, alors c'est aussi parce que je vieillis, mais avec le recul, aujourd'hui, je peux parfois m'arrêter et me retourner sur le chemin que j'ai déjà parcouru et je regarde tous ces échecs avec beaucoup de tendresse. Mais ouais. Parce que comme tu le disais, oui, en fait, je suis arrivée chez toi en te disant, bah moi, je pense que je suis la somme de mes échecs, mais je le dis avec beaucoup de tendresse et de joie parce que je les remercie aujourd'hui, tous ces échecs. Qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amicaux, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient... Mais même des trucs aussi cons de quand tu spots un appart et que tu te projettes et tu l'as pas et t'es désemparé. C'est clair. Et en fait, putain, mais merci que j'ai pas eu cet appart oui. parce qu'en fait, ma vie, elle est là-bas. Ouais. Nous, ça nous était arrivé avec mon mec quand on cherchait vraiment un appart ensemble. On avait tout misé sur un appart et puis il y a eu des complications et moi j'étais vraiment mais j'étais désespérée, je me disais mais c'est horrible, moi je m'étais dit que là il y aurait la chambre de nos enfants et tout. Et puis d'un coup, ça a mis du temps mais peut-être je sais pas, un mois après, on est tombé sur un appartement dans lequel on vit toujours et qu'on aime tellement fort. Et l'autre, bah je m'en souviens même plus. Mais bien Mais sûr. en vrai, c'est comme un mec, on parlait de crush d'un coup tu focalises sur un mec et tu te rends pas compte en fait qu'il y a un super mignon à côté qui est tellement gentil avec toi et toi en fait t'acceptes que un débile essuie ses pieds pleins de merde. Oula, est-ce que tu as 3 heures devant toi pour la suite de ce podcast? Alors c'est moi qui vais parler du coup. Je vais faire le podcast sur Paulette. On va créer un podcast. Je pense qu'on a du matos, ça me rassure là-dessus en tout cas, et de la créativité surtout. Toi, ton histoire, elle commence à un carrefour entre plusieurs projets que tu venais de faire qui avaient été très intenses, une vie professionnelle plutôt remplie et un espoir, celui d'un grand rôle. Est-ce que tu peux me raconter, ça s'est étendu à peu près sur une année, c'est ça?
En fait, c'était un moment assez charnière. Je m'étais toujours mis une pression sur une date un peu fatidique qui était 30 ans. Et alors, pourquoi? Je sais pas. Je sais qu'on est plusieurs à réfléchir comme ça. J'ai un peu l'impression qu'on fout un peu la paix aux meufs là-dessus et j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Mais en tout cas, à mon époque, 30 à la ans, mienne aussi. Mais oui, c'est un âge charnière. c'est un peu comme s'il fallait que tu sois accompli. Que dans ton métier ça aille et que j'espère que tu t'es pas trompé de métier parce qu'en fait c'est comme si c'était un peu trop tard, que t'aies rencontré le mec idéal, que t'aies des projets d'appartement, de bébé, et moi je me retrouve, j'ai 28 ans je crois, ça va plus du tout avec mon mec, je travaille mais c'est tout le temps, je me dis c'est génial donc comme je te disais, j'étais héroïne d'une série qui était super, mais à l'époque, les plateformes, on n'en entendait pas forcément parler. Et les chaînes un petit peu plus petites, ça n'avait pas, en tout cas, le succès que ça avait. Alors moi, je m'étais dit, j'ai le premier rôle d'une série, ça va me déboucher sur autre chose. Et puis en fait, ça restait quand même très intime. Niche. J'avais le premier rôle d'un film que j'ai tourné en Angleterre, qui était une expérience incroyable, mais le film, pour 1000 raisons, ne sort pas. Ouais. Et je suis prise pour une pièce de théâtre, mais ça reste un petit truc dans un petit théâtre, et c'est pas forcément le théâtre que j'ai envie de faire, donc en plus, je suis même pas hyper fière de ce que je suis en train de faire. Donc je me retrouve un peu, comme tu dis, à un carrefour, quoi. Ouais, et puis plus que ça, j'ai le sentiment que tu te sens presque dans la salle d'attente de ta propre vie, quoi. Totalement. Ouais. Et je suis hyper spectateur. Et je me dis, c'est... Oui, mais non. Oui, mais ok, mais ça me va pas. Et je passais les essais pour un gros film et un gros rôle. Et évidemment, aujourd'hui, je sais que ça aurait pu changer ma vie. Comment ça se passe, ces essais-là? C'est pour un gros rôle, j'imagine qu'il y a plusieurs tours de casting? Ouais, et donc là, c'est une directrice de casting que je connaissais parce que je crois qu'elle avait fait les petits rôles sur la série que je faisais, ou peut-être même qu'elle m'avait casté sur la série, ça je me souviens pas. Ça devait te rassurer un petit peu déjà? Exactement. Ouais. Sauf que je me souviens que la série, déjà, j'avais passé 8 tours de casting, donc... pour un truc plus confidentiel. Exactement. Et d'ailleurs, moi qui suis assez timide, j'avais déjà du culot à l'époque, j'avais été voir le réalisateur en lui disant, en fait, je vais pas pouvoir continuer à venir faire autant de tours d'essai. J'ai l'impression que, soit tu m'aimes bien et donc dans ces cas-là, fais-moi confiance et on le fait. Soit j'arrête parce que en fait, je sais plus quoi faire en essai. Ouais, la prochaine fois, je fais du cerceau enflammé. Mais c'est un peu ça, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je vais apprendre la danse du ventre, à parler russe. Je sais plus quoi faire en fait. Tu ne vas pas voir ta série là dans une salle de casting, donc à un moment donné, il faut que toi aussi t'arrives à te décider. C'est drôle comme parfois, tu sais, on demande toujours un peu la permission quand on est assez timide, et puis parfois on a des sortes de coups de fulgurance comme ça. Ouais. Et je sais que ça a déclenché. Oui, il m'a dit ouais, t'as raison. Ouais, vas-y, on le fait. Incroyable. Et donc là, je passe les essais pour ce film et je passe un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Et forcément, je me mets un peu à espérer et puis de me dire c'est du cinéma, c'est et je suis pas prise. Et dans la même journée, mon agent me lâche. Qu'est-ce qu'elle te dit? En gros, que ce que je fais, c'est pas assez rentable, quoi. C'est cool, je fais des trucs de niche, je travaille et moi dans ma tête, je me dis attends, waouh, j'ai quasiment travaillé 10 mois sur 12, je sais pas quoi faire et que... Mais en même temps, je pense que c'est moi qui dégage ça, avec le recul. Je dégage un truc où... Peut-être, je pense que je donne pas envie, parce que je suis tellement pétrie de doutes, tellement figée dans l'instant, que je pense que j'amène à ça. Hyper intéressant. D'une certaine manière. Mais même avec le recul, je pense que ce film-là, j'avais tellement peur aussi peut-être de ce que ça allait changer dans ma vie, que peut-être je l'ai pas eu aussi à cause de ça. Tu sais, quand on parle d'auto-sabotage. Ouais, d'auto-sabotage. Moi, j'avais lu pas mal de trucs, notamment au moment où, je sais pas si tu te souviens, Will Smith qui avait mis une claque à la cérémonie des Oscars. Et c'est vraiment typique de l'auto-sabotage. Lui, il a pas lu le bouquin. Non, il a pas lu. Enfin, oui, il l'a inspiré en tout cas. Ouais. Mais
Mais ça m'a vachement parlé à l'époque de me dire, mais je pense qu'il y a plein de moments où en fait on se sabote. Quelle est la part consciente, quelle est la part inconsciente, je sais pas. Mais en tout cas, je me rends compte de ça et je me rends compte que dans la même journée, donc j'apprends que je fais pas le film et c'est une déception qui est énorme et que je me retrouve sans agent et ça me met à terre. Et j'arrive même pas à me réjouir de ma première au théâtre, j'arrive même pas à je ne suis que genre, bon bah je suis un échec, je me sépare peu de temps après. Oh la vache, ah oui, ça fait beaucoup. Et en fait, je me dis, bon bah je me remets vraiment, je remets tout en question. En question. Et c'est une de mes meilleures amies qui me dit aussi, mais oui, bah oui, d'accord. Tout ce que tu dis, oui, c'est vrai, tu as totalement raison. Mais après, tu peux aussi décider, là maintenant, de te morfondre et presque de te complaire dans ça. Ou alors, regarder déjà tout ce que t'as fait et te dire, bah ouais, t'as 28, 29 ans, la route est encore excessivement longue. Et en fait, arrêter de se mettre une pression sur, putain, à 30 ans, il fallait que j'ai premier rôle sur premier rôle, une maison, un enfant, un deuxième en route, un mari génial. Et en fait, ce sera peut-être pas ça va peut-être pas être ça ma voie. Mais en fait, qu'il faut réussir à chérir ce qu'on a déjà et de le choyer et de le faire pousser, quoi. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait de faire pousser cet aspect positif de sa vie parce qu'en plus, c'est vraiment littéralement ce qui engendre d'autres aspects positifs de sa vie. C'est-à-dire que en regardant sous un prisme donc différent ta situation, tout d'un coup, tu mets de l'énergie dans ce qui est de plus positif dans ta vie et t'essayes de réduire un peu le poids de ce qui est négatif. Oui, mais tu sais, c'est comme de façon très basique, on te dit si tu te mets à sourire aux gens dans la rue, tu vas recevoir des sourires et c'est un cercle vertueux et c'est très agréable. J'y crois énormément. Moi, ma psy, elle parlait d'un truc l'image me plaisait, c'était parfois de te comparer à une radio. Ok. Et de te dire que parfois, ce qui sort de la radio, c'est pas très harmonieux, ça grésille, c'est fort, mais bon, ça fait un certain bruit, donc la radio, elle est en marche. Mais que parfois, il suffit juste de tourner un tout petit peu le bouton et d'un coup, il va y avoir quelque chose de très harmonieux qui va en sortir. Et je pense que j'ai pris conscience à ce moment-là qu'en fait, il fallait que je me pose et que je fasse plus un travail sur moi. Et de me rendre compte aussi que du coup, c'était un peu comme une sorte de fuite en avant, quoi, de faire des choses, qui me rendaient pas forcément heureuse, de me retrouver dans des rôles que j'aimais pas forcément, mais de faire. Donc, d'être du coup, validée par les autres. Ouais, c'est ça. D'être hyper validée par les autres et de me rendre compte, et de me poser la question, est-ce que moi, je suis hyper heureuse dans ce que je suis en train de faire? Mais vraiment, même, à ce moment-là, j'ai remis en question le fait d'avoir envie d'être actrice, le fait, est-ce que j'y trouvais du plaisir? La réponse était clairement non. Non, j'étais pas. Le soir, je montais sur scène, j'étais avec 2 de mes meilleures amies, donc j'étais hyper heureuse de jouer avec eux. Mais j'avais presque un peu honte d'être sur scène. J'aimais pas ce que je jouais, je me sentais un peu ridicule, je me sentais pas à ma place, quoi. Ouais, pas alignée. Et ça a été un peu un déclic. Mais ce qui a été compliqué, c'est que du coup, je me suis dit, comment je pourrais dire? D'un coup, j'ai eu envie que ça change. Mais comme je suis quelqu'un d'un peu, j'étais, parce que j'ai découvert des trésors de patience que je ne me connaissais pas en devenant maman. Mais à ce moment-là, j'étais impatiente et donc ce que je te disais tout à l'heure, c'était une grosse pression sur le résultat. Et en fait, encore une fois, de pas faire attention au chemin, quoi. Qui est vraiment de la philosophie de base, hein, mais ouais, mais c'est si juste. Là, pour le coup, c'est ma psy à moi qui m'a dit quelque chose qui me marque encore à ce jour et vraiment j'y pense assez régulièrement. C'est, tu sais, parfois le travail qu'on fait, il est pas encore visible, un peu comme des graines dans un sol gelé, c'est l'hiver. Laisse le temps aux graines de germer. Ça se voit pas encore, mais au printemps, tu vas en récolter les fruits. Exactement. Moi, mon père, il disait tout le temps, tu veux toujours aller plus vite que la musique. Ah oui, t'étais déjà comme ça. Je suis née comme ça. Toujours, ouais. Bah, ça fait rire ma mère qui me dit, moi, j'ai marché très très vite parce qu'elle me dit, t'avais pas le time, besoin quoi. de mouvement. Tu vois, là, je suis assise sur ta chaise, je t'ai demandé est-ce que je peux retirer mes chaussures, j'ai besoin de, tu vois, j'ai vraiment, je sens que j'ai besoin de
c'est tout le temps en mouvement, quoi. Moins parce que je me suis aussi calmée, parce qu'en fait, il y a rien de bon, en fait, qui sort de ça. Et il y a notamment, on parlait de maternité, mais en fait, je pense que c'est en voyant mon enfant grandir, le premier, et puis évidemment le deuxième aussi, mais le premier m'a vraiment ouvert cette voie-là de la persévérance et de la répétition, de la répétition, de la répétition. On est très doux avec un enfant. Alors, je me rends compte que mon fils aîné, en plus, est un peu comme moi, donc j'essaye de lui dire fais pas les mêmes erreurs que moi, mais apprends de moi. Mais en fait, j'essaye toujours de lui dire tu t'es pas levé un matin en sachant marcher. T'es tellement tombé et tombé et tombé et tombé. Et c'est parce que t'es tombé qu'à un moment donné, t'as réussi, mais parce que t'as persévéré. Et c'est quelque chose qu'on a en nous, parce que de toute façon, a priori, on va marcher. De toute façon, a priori, on va parler. Et puis, il y a une question d'amour de soi aussi, j'ai l'impression, dans ton histoire, c'est que t'essayais de te faire valider à mort par les autres parce qu'il y avait ce trou-là, ce creux-là en toi. Est-ce que ça t'aide, c'est une vraie question que je me pose, mais est-ce que tu penses que ça t'aide d'être maman et de réaliser à quel point tu aimes ton enfant de manière inconditionnelle? Est-ce que ça t'aide à mieux t'aimer toi-même? Je sais pas si ça m'aide à mieux m'aimer moi-même, mais en tout cas, je pense que le fait d'être maman, ça permet surtout de beaucoup moins se regarder. Ah oui, aussi, parce que ton regard, en fait, change un peu d'axe, un peu comme cette radio qui se rérègle. Et qu'en fait, moi, il y a quelque chose qui est devenu très harmonieux. Je pense que vraiment, j'ai vraiment une vie avant et une vie après, ce qui est très basique de dire ça, mais moi, en tout cas, je l'ai ressenti de façon excessivement consciente. En fait, à chaque fois que j'ai eu un enfant, j'ai eu l'impression que ça me mettait une batterie supplémentaire, quoi. Où d'un coup, il y avait quelque chose de dépassement, c'est-à-dire qu'au lieu de me dépasser par moi-même et donc du coup d'être constamment dans cette exigence et dans c'était jamais assez, je faisais jamais les choses assez bien. Il y a un rapport de force même un peu. Presque avec moi-même, c'est-à-dire presque ma pire ennemie, c'était moi, et c'est épuisant en fait de pas se plaire, quoi. Là, d'un coup, de déplacer, c'est-à-dire d'avoir hyper envie d'assurer, quoi. Donc presque de façon très exagérée, mais presque une survie, en fait. T'as envie de... Moi, ma manière d'avancer, c'est qu'en fait, je peux pas me planter, ils sont là, il faut que j'assure, et en plus, j'ai envie qu'ils me trouvent... Encore une fois, j'ai envie d'être validée, c'est d'une certaine manière. Mais j'ai envie qu'ils me trouvent cool, j'ai envie qu'ils soient fiers, j'ai envie... Mais c'est un beau moteur, ça, pour le coup. Ouais, c'est cool. Hein, franchement... Tu sais, moi, mon livre, je l'ai écrit à l'époque en me disant, moi, je veux des enfants et j'espère en avoir. Et je me disais, oh là là, j'ai envie que mes enfants un jour soient fiers de leur maman. Donc, je fais déjà des choses. Je comprends. En me disant que je fais une petite réserve. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper mignon, c'est hyper touchant. Et puis ça parle de la transmission. C'est assez joli, en fait. Ça fait du bien d'entendre ce que tu dis parce que tu sais, quand tu fais tes enfants après tes copines, moi j'ai plus la naïveté que mes potes ont eu à faire leurs enfants et à réaliser après que oui, effectivement, tu ne dors pas et que tu as tous ces trucs-là. Moi, le vois maintenant, mais entendre du positif aussi, ça fait du bien. Ouais, mais alors surtout, moi j'ai un truc, c'est que franchement, enfin, il y a des moments où t'en chies, c'est vrai, où t'es fatigué et tout, mais moi, j'ai toujours eu ça, où je disais à Guillaume, quand notre premier est né, où je lui disais, ok, c'est vraiment, tu te prends un peu un mur. Ah ouais, tu te prends une vague dans la gueule, c'est-à-dire que t'es pas... Déjà, moi, j'avais pas conscience de l'amour que ça allait être et que ça allait m'ouvrir tous les pores de la peau de façon folle. Mais aussi que j'allais être épuisée et désemparée et tout ça. Sauf qu'en fait, j'avais toujours cette conscience de recul et de dire, au pire, ça dure 1 an. C'est quoi 1 an dans une vie? De ouf. Et en fait, j'essayais constamment de ramener ça, la petite photo dans la grande photo, quoi. Ouais. De dire, franchement... Et puis bon, moi je suis complètement folle de mes enfants, donc en fait même, tu vois, là on est dans le Terrible 2 où il y a des moments où on fait j'en veux plus. Mais j'ai une tendresse pour ça aussi, de me dire bah oui, il est pas content, bah oui, il faut qu'il apprenne la frustration, bah oui c'est hyper dur, mais en fait c'est tellement beau d'être là pour lui et d'être
de l'élever, enfin, au sens premier du mot, quoi. On les élève, nos enfants, et je trouve ça génial. Mais moi, même si j'ai plus de dos, j'ai des cernes pas possibles et tout, je suis tellement heureuse de les porter jusqu'à ce que... mais quand même, c'est ce que j'ai beaucoup plus avec le deuxième qu'avec le premier, c'est de prendre conscience, encore une fois, quand t'es totalement intransigeante avec toi-même, comme je le suis, c'est pas grave de se planter, en fait. Avec le premier, j'avais envie que tout soit bien, je me tuais à la tâche, je partais tourner, le frigo était rempli de nourriture bien faite, avec des post-it et tout, machin. Ça me rendait malade qu'ils mangent des petits pots, enfin des trucs où mais c'était fou en fait. Charge mentale total. Mais alors vraiment, pour le coup, j'ai un mec qui est génial et qui comprenait vachement avec moi, mais surtout me disait mais c'est pas très grave en fait. Fais pas comme ça. Pour le deuxième, beaucoup plus naturellement, en fait, je me suis rendu compte que je préférais passer du temps de qualité avec eux. Là, par exemple, je suis partie tourner et avant, je rentrais le vendredi soir et je repartais le dimanche et je passais un peu tout le dimanche à cuisiner encore dans mon truc. Parce que tu devais culpabiliser. Parce que je culpabilisais et que je me dis, s'ils mangent un plat fait par maman est un peu là, complètement n'importe quoi. Sauf qu'en fait, très vite, je me suis rendu compte que du coup, le dimanche, je le passais pas avec eux vu que je le passais en cuisine. De ouf. Et en fait, je me suis dit, vous savez quoi, les gars, vous allez faire Deliveroo et des pâtes. Et ça va bien se passer. Très bien. Et comme ça, on va aller faire un truc ensemble, une balade avant que j'aille prendre le train. C'est pour ça que c'est hyper mouvant, en fait. Ça donne envie, tu vois, quand tu racontes ça comme ça, c'est vraiment chouette. Je sais que ma mère me dit souvent, franchement, avoir un enfant, c'est l'aventure la plus passionnante d'une vie. Parce que c'est toujours changeant, évidemment, et apprends en même temps qu'eux, c'est logique. T'apprends, et puis surtout... ça demande beaucoup d'humilité parce que c'est sûr. L'adolescence, l'adolescence. Non, mais ce qui est magnifique, c'est de se dire, moi j'ai 2 garçons qui ont un peu de différence d'âge, mais avec le même papa. Enfin, je veux dire, ils ont la même éducation et je pense qu'on pouvait pas faire plus éloigné comme petits garçons. Et je trouve ça merveilleux. Et encore une fois, j'embrasse leurs différences avec une tendresse absolue et de me dire, c'est génial de surtout là, le deuxième qui a 2 ans et demi, de le voir devenir exactement qui il est, je trouve ça merveilleux. Et moi, du coup, de m'adapter et je mets un point d'honneur à essayer de vraiment pas être dans la comparaison, de jamais dire, ah bah, ton frère, vraiment jamais, je me dis ça, non, c'est trop dur et puis surtout, on s'en fout, en fait, souvent à la crèche, ah bah, le grand frère a marché à quel âge? On s'en fout. Oh là là. Ça existe encore, ça, les mamans qui comparent Ah bah bien sûr, et surtout, tu vois, je fais un pas en arrière, mais quand te dire que du coup j'ai aussi vachement réalisé que les échecs étaient super et que chacun mettait le temps enfin au-delà du mot échec, que chacun mettait le temps qu'il devait mettre, c'est que justement pour mon premier enfant, je trouvais qu'il y avait des mamans qui disaient ah bah le tien il marche pas, c'est marrant, le mien il a parlé à tel âge et tout, une sorte de petite compète, et qu'en fait meuf, en fait, il va marcher, mon fils, il va parler, il va écrire, il va faire tout ça à un moment, et que s'il a envie de le faire à son rythme, ben tant mieux. Mais ouais, comme en fait, c'est un peu comme moi. Exactement, et de me dire, c'est pour ça que quand je suis arrivée, je t'ai dit, je suis la somme de tous ces échecs, c'est que en fait, tous ces échecs, finalement, ça a aussi été des marches. Parce qu'on a tendance à valoriser et à se souvenir des choses positives dans notre élévation. Moi, je prends vraiment le négatif et les échecs avec, parce que c'est parce que j'ai eu ce nom-là que je me suis donné corps et âme dans ça et qui a permis que je fasse ça, et c'est parce que j'ai pas réussi ça que j'ai réussi ça. Ouais, et puis tu chéris encore plus les victoires quand t'es passé par des moments down en te disant oh là là, je me rends compte aussi de la chance que j'ai et du plaisir que j'ai quand ça tout s'aligne enfin pour toi, quoi. Exactement. Et puis tu sais, après avoir eu mon premier enfant, j'avais du mal à retourner travailler. En fait, j'avais vraiment, je me disais que il y avait rien de plus extraordinaire que de le regarder vivre. Donc j'avais beaucoup de mal. Tu vois, je comprends. Et quand d'un coup je me suis dit bon, vraiment il va falloir que j'y retourne, j'avais pas travaillé depuis longtemps, donc j'avais l'impression de redémarrer ma carrière à zéro.
et dans tout ce que ça pouvait amener de trac et de... Et j'ai eu une chance inouïe que Bernard Murat m'offre un rôle au théâtre avec déjà Lionel Abelansky, Daniel Russo, tout ça. Et je voyais bien que quand on était en répétition, alors, entre parenthèses, répétition, je dis toujours à mon fils, ah bah moi, mon métier, c'est de me tromper. Et que, en fait, c'est chouette. Les répétitions, c'est juste se tromper pour espérer à un moment et réussir. S'améliorer. Exactement. Et que surtout, je trouve que être, en tout cas, ce que je cherche, en tout cas, ce que j'essaye d'explorer comme actrice, c'est essayer d'être géniale, mais donc du coup, ça veut dire potentiellement être à chier, enfin, d'essayer dans un sens, bah donc du coup, forcément, il peut y avoir c'est un fil, quoi. Surtout, tu peux pas prendre des risques aussi gros pour atteindre vraiment ce que t'espères sans te essayer de créer quelque chose. Ouais, c'est ça. Sûr. Mais du coup, donc je suis dans cette salle de répétition et je vois bien que il y avait Anne Jacquemin, Lionel Abelansky et Daniel Russo qui sont des acteurs qui travaillent et à l'époque aussi déjà beaucoup au théâtre, donc qui ont une facilité. Et ouais. Et donc ça fuse. Et moi, je suis beaucoup plus lente. Et en plus, toi, tu reviens. Et moi, je reviens, ça fait plus d'1 an que j'ai pas travaillé, j'ai pas confiance en moi. Logique. T'es une actrice, faut se réapproprier son corps parce que, enfin, vraiment, je te fais pas le... Ouais, c'est ça. Et comme d'habitude, je me mets une pression sur le résultat où je me dis, putain, mais eux, ça fuse et moi, je comprends. Et en même temps, je sens que je travaille au fond de moi, je sens que je travaille. Et du coup, c'est devenu un peu mon gimmick, mon leitmotiv, que j'ai dit exactement la même chose après mon deuxième enfant à Philippe Lelièvre quand on répétait Le manteau de Janice, c'est toi en tant que metteur en scène, ce que tu demandes, c'est de voir un mur. Et t'as des acteurs qui arrivent avec leur expérience ou leur manière de travailler, qui ont déjà des bouts de mur, quoi. Donc, très vite, toi en tant que metteur en scène, tu vois ton mur. Ça se construit. Tu le vois vite. Bon, bah moi, dans ma façon d'être, dans ma façon de jouer, dans ma façon d'avancer dans la vie, bah je viens avec un sac avec des briques, quoi. Donc bah je les teste les unes après les autres. Donc bah oui, toi là en tant que metteur en scène, tu vois pas ton mur. Mais je te jure qu'à la fin, avec les finitions, tu verras un mur. Mais juste, je vais mettre plus de temps. Et le jour où j'ai compris que dans ma construction, c'était comme ça, bah ça m'a fait un peu des vacances, quoi. De me dire, j'ai besoin de plus de temps parce que j'ai besoin de vachement expérimenter. J'ai vraiment besoin de ressentir les choses quand je suis au théâtre. J'ai vraiment besoin de les ressentir. J'ai besoin de... Voilà. Bah, je suis comme ça. Et en fait, d'arrêter de me comparer, de me dire, ah bah c'est cool, toi t'arrives avec déjà des briques qui sont 5 par 5, bah franchement, good for you. Et en plus, ce que tu vois, c'est ça, c'est la façade, hein, encore une fois, mais tu sais pas ce que la personne ressent derrière. Et voilà, et je sais pas comment elle a construit ces petits bouts de mur chez elle. Mais en fait, de dire, encore une fois, sans se mettre la pression sur le résultat, de dire au metteur en scène, en fait, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Je vais l'avoir ton mur, quoi. Mais je vais peut-être mettre plus de temps. Et c'est aussi une manière pour toi de t'octroyer cette douceur et cette confiance en toi, tu vois, de te dire je sais maintenant mon mécanisme, c'est ok, je suis comme ça. Ouais. Et ça te permet d'être vraiment en phase avec toi-même et de pas jouer un rôle, de pas arriver en faisant semblant que tu maîtrises là où tu sais que toi ta construction elle est différente, et je trouve que c'est trop chouette. Bah en tout cas c'est oui, parce que sinon je serais pas à l'aise avec mon mur. Mais oui, bien sûr. De tu jouerais un rôle avant de jouer ton rôle sur scène, tu vois le truc. Et je l'ai vécu déjà et c'était horrible. Ah ouais, laisse tomber. J'ai fait une pièce dans laquelle j'étais hyper malheureuse parce que je comprenais pas ce que me demandait le réalisateur, donc je lui faisais quelque chose qui avait l'air de lui faire plaisir, mais je ressentais absolument rien, moi, quand je jouais. Et d'ailleurs, vu que j'ai un amoureux hyper bienveillant et on en parlait, où il me disait, t'es pas nulle sur scène, mais je vois que tu t'amuses pas et que t'es pas libre, et on fait quand même un métier qui s'appelle jouer. Et j'étais pas heureuse. Et ça m'a fait le truc dont je te parlais vers 30 ans, de me dire, mais j'ai envie d'être actrice, en fait, du coup, je sais pas.
Avant même de me dire, c'est peut-être pas la pièce ou le metteur en scène avec lequel je m'entends le mieux. Du coup, je me remets moi tout de suite en question. Et ça, j'essaye de me dire, oui, je sais, maintenant, je suis apaisée, je sais que c'est ma voix, je sais que c'est ça. Et que j'essaye, en tout cas, de plus avoir peur de me tromper, comme ce qu'on se disait, d'y aller, et puis après, on travaille, mais en tout cas, j'ai besoin que ça passe vraiment par le corps et que je le comprenne, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait te dire à l'époque, ouais, en fait, c'est le métier d'actrice que j'ai envie de faire, mais peut-être qu'effectivement, c'était pas la bonne manière de... Eh ben, contre toute attente, le confinement. Parce qu'en fait, cette pièce s'est arrêtée... Donc, c'est il y a pas si longtemps, hein. Non, en fait, ouais, ça fait, tu vois, je fais ce métier depuis que ça fait 5 ans, en fait, putain, j'ai l'impression que le ça fait 5 ans. C'était hier, c'est trop bizarre. Ouais, c'est fou, moi aussi. C'est bizarre. Mais non, ça va faire 5 ans, là. Ouais. Écoute, parce que la pièce où je te parlais dans laquelle j'étais pas hyper heureuse s'est arrêtée. Au départ, j'ai vécu un soulagement. Et puis, ce qui était pas bon signe. Et en même temps, du coup, ça m'a permis, parce qu'on a quand même eu beaucoup de temps pour nous. Oui. Enfin, toi, t'avais des... Ouais, c'est ça. J'en avais un où il a fallu faire l'école, la distraction, devenir un dragon dans une maison, parce que vraiment, il fallait qu'il y ait un dragon. Mais ça nous a tous, je pense, permis de vraiment faire un point un peu avec qui on était. Ouais. Et d'être aligné avec ses valeurs. Hein. Tout le monde en a parlé, tout d'un coup. J'ai l'impression, ouais. Et moi, ça m'a vraiment permis de... Tu vois, ça peut être un deuxième déclic. On parlait, tu vois, de déclic. Il y a eu ce déclic de ce rôle que j'ai pas eu et qui m'a fait prendre conscience, grâce à cet ami aussi, qu'il fallait changer son regard sur les choses. Exactement. Et sur soi-même en priorité. Là, ça m'a juste fait me rendre compte que, en fait, ça me manquait trop et que c'était vraiment ça et que c'était pas autre chose. Mais par contre, c'était plus travailler à tout prix et c'était plus n'importe comment et c'était vraiment en ayant envie de s'entourer des bonnes personnes et en ayant envie d'avoir une collaboration. Je pense qu'avant, j'avais le sentiment de travailler pour quelqu'un. Depuis, je travaille vraiment avec des gens. Ah ouais, il y a une énorme différence. Ouais. Oh, tu dois être fière de toi de te dire « Oh, quel kiff, j'ai travaillé sur moi. » Alors la fierté, c'est encore un autre débat. T'as du mal. Ne va pas trop loin, n'y va pas trop vite. On se retrouve d'ici 5 ans. Alors Alice, on en est où de la fierté? Ah ouais. Oh, je regarde ta fiche Wikipédia, t'as fait plein de trucs trop stylés, c'est dur. J'aime pas les gens qui ont du mal à se regarder et qui sont hyper durs avec... Même en fait, ça me brise un peu le cœur, tu vois. Non, ça te brise pas le cœur, parce que peut-être aussi que c'est un moteur à un endroit. Je suis très bienveillante désormais avec moi. Je vois la chance que j'ai de faire ce que je fais de la façon dont je le fais, avec les personnes avec lesquelles je le fais. Mais peut-être que si d'un coup je me fais « Ah, bien joué !» Petit bisou sur l'épaule. Ça va me... Ouais. Ok, tu restes humble, j'ai envie de dire que c'est le penchant positif. Je sais pas si c'est humble, mais... après, il y a plein de moments où il faut que je me pince aussi un peu de me dire... Enfin... C'est cool, là. Tu vois, par exemple, j'ai eu la joie absolument folle d'être nommée aux Molières l'année dernière pour un tramway nommé Désir. Bon, ma première réaction, on écoutait comme ça le téléphone avec Guillaume, et je dis « Attends, il y a peut-être une autre Alison, viens, faut qu'on regarde écrit. » Il me dit « Non, Alison Paradis dans un tramway nommé Désir, il y en a une. » C'est-à-dire que Ouais. Et après, tout de suite, je me dis « Mais enfin, pourquoi ils ont fait ça ?» Et je me dis « Ça, faut que ça change. » Oh ouais, là, il faut que ça change. Et en même temps, c'est aussi un peu comme un truc d'enfant de oh waouh. Donc ça, en même temps, j'ai pas envie de perdre ça, cette espèce d'émerveillement de... Ouais, c'est clair. Moi, je décroche 3 jours dans un film, je suis émerveillée, je suis contente, je fais la fête, on fait la danse de la joie dans le salon tous ensemble et j'ai pas envie de perdre ça non plus. Non, ça, je suis d'accord. Parce que c'est trop joyeux. Et tu sais que ça va être un peu... tu vas trouver ça un peu fou, mais hier... parce que ton podcast sur les échecs et tout ça. Hier,
mon petit voisin est venu apporter des Fortune's Cookies à la maison, genre bonne année. Et quand j'ai ouvert le mien, je peux te le montrer parce que je l'ai vraiment tu l'as dans gardé mon porte-monnaie, le petit papier. Il y avait marqué l'échec est la clé du succès ou un truc comme ça. Et je me suis dit putain, waouh, la veille. Attends, mais je l'ai pris en photo. Putain, c'est dingue. Oh, c'est la veille de venir te voir. Et je me suis dit. Il y a vraiment des petits coucous de l'au-delà. Hein. À fond. Mais surtout, je me suis dit, bah ouais, c'est exactement ça. Alors attends, parce que je suis vraiment nulle en téléphone en plus. Putain, c'est dingue. Ça, faut travailler là-dessus aussi. C'est trop cool. Ah voilà, il est là. C'est l'échec est la source de tous les succès. Incroyable. Très exactement. Tiens. Ah, écoute, je peux que valider ces propos sages et engagés. Je me suis dit, mais c'est fou en fait. C'est vraiment ce que je crois, quoi. Ouais, petit signe. Ouais. Derrière toi, t'as un livre, et je pense qu'on va conclure là-dessus, très philosophique aussi. Ma vie est un échec, mais j'ai un super cul. Ouais, c'est vrai aussi. Merci beaucoup, Alison. C'était hyper intéressant, cette réflexion autour du regard que l'on porte sur soi. Qui est tout le temps, je crois, beaucoup plus dur mais oui. que celui que les gens ont en réalité sur nous. Tu sais, un simple exemple pour le réaliser, c'est une photo qu'on prend sur le coup, où on se trouve moche. Des années plus tard, on retombe dessus, on se dit putain, j'étais dure en fait, j'étais mignonne sur la photo. Tu sais que c'est exactement ce qui s'est passé. Je te parlais du film que j'ai tourné en Angleterre en 2011 ou en 2012, je me souviens plus, mais qui n'a pas pu sortir. Et là, qui va sortir à la fin du mois, a priori, sur des plateformes. Du coup, je me suis retrouvée à regarder des extraits, parce qu'ils me les ont envoyés, des photos. Et je me souviens à l'époque c'était pile à l'époque où je te disais, genre vraiment, j'allais avoir 30 ans, ma vie est de la merde, c'est n'importe quoi. Ouais. Puis je suis moche, et puis machin, et puis truc. Et puis je pouvais pas me saquer. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai été vachement dure. Parce qu'en fait, ça allait, quoi. Non, mais ça me l'a fait exactement c'est là. C'est saisissant, hein. Ouais. Et ça brise un peu le cœur parfois parce qu'on se dit oh là là, j'ai passé vraiment trop de temps. Je sais plus qui disait profite du visage que t'as aujourd'hui parce que c'est celui que tu rêveras d'avoir dans 10 ans. De ouf. Ça, je le dis tout le temps. Parce qu'en plus, moi, j'ai cette grande joie de 15 jours par mois d'avoir le visage qui gonfle. Bon. Tu veux dire que t'as des SPM un peu vénères? Putain. Ah bah oui. J'ai appris que ça s'appelait la phase lutéale en anglais. Où tu ressembles à une lune. Une lune. Je suis la lune, j'éclaire tout le monde pendant 15 jours. Je me réveille le matin, on dirait que Oh mais laisse tomber les poches. Je picolais toute la nuit. C'est ça. Avec les cheveux en l'air. Parce que moi, mes cheveux vivent une vie à eux. La nuit. Ah non, mais c'est... Bah voilà. Bon, bah ça me rassure, on est deux. Non, mais c'est vrai, tu te rends compte à quel point, quand tu déplaces le truc, à quel point on en est tous là. Enfin, moi, j'ai une tendresse et une bienveillance envers mon mari, mes enfants, et je les trouve absolument géniaux. Mais je me rends compte que même eux, à leur échelle, ils sont aussi à devoir dealer avec leurs petits échecs et leur chemin un peu long. Et en fait, on se rend compte que au final, c'est quand même assez personnel tout ça, quoi. Et que être justement, peut-être que la clé, c'est d'arriver à trouver. On parle de bienveillance tout le temps. On est vraiment dans un monde en ce moment sur les réseaux sociaux, tout ça, où on parle de bienveillance, de bienveillance. Mais je pense qu'elle commence vraiment par soi-même, et que souvent on a du mal à être doux avec nous. Et c'est même souvent plus facile de l'être envers les autres qu'envers soi-même. Exactement. Mais ouais, bien sûr. Je pense que ça, c'est vraiment le travail 2025 de tout le monde. En tout cas, mon horoscope taureau le dit, l'année 2025. Mon Gémeaux aussi, t'inquiète. Ah, mais les Gémeaux, c'est votre année pourtant. Bah ouais, c'est ce que je t'ai dit. Ok. Moi, que nous, c'est pas notre année. Hein, 2025, c'est où? Ah ouais, moi... Ah, toi, t'es bien là. Toi, non, je sais pas du tout si je suis bien, mais en tout cas... Vous, les Gémeaux. Je me suis dit, attends, non, qu'est-ce que je te disais, quoi? Quand il y a un truc qui me fait chier, je le dis. Ouais. J'envoie des messages aux gens en disant, j'espère qu'on est sur un malentendu. Ouais, et ben ça porte ses fruits. On n'ira pas plus loin, mais... Non, mais ouais, c'est... Parce que aussi, quand on parle de trucs de bienveillance, parfois on se monte des trucs de... Tu vois ce que je veux dire? Tu surinterprètes un truc. Je l'ai vécu aussi récemment, grave. Tu vois, notamment... Après, je vais te laisser tranquille, mais... Ah non, mais moi, j'adore. Hein. Je pourrais discuter des heures dessus. Donc moi, je me suis rendu compte de deux manières différentes. Les castings.
J'en passe depuis 20 ans. Et avant, je me disais, je suis pas prise dans ce rôle, c'est parce que j'ai fait des castings merdiques, parce que je suis une actrice de merde, parce que je suis trop ceci, parce que je suis pas assez cela. Alors moi, ce qui revenait tout le temps, c'est parce que je suis pas jolie. Enfin voilà, c'était vraiment le truc de base. Je me disais, je suis un peu, je suis banale. Enfin, bref. Donc c'était toujours en rapport avec toi. C'était moi, et surtout, j'avais raté mes essais, j'étais nulle. Ou tu es une grosse merde, quoi. Mais total. Sauf que je me suis retrouvée plusieurs fois, là, récemment, de l'autre côté, à faire, moi, passer des essais pour des rôles qui allaient m'accompagner, et notamment dans un tramway, de faire passer les essais pour des garçons qui allaient jouer avec moi. Ils ont tous été merveilleux. Je sais pas comment dire, c'est-à-dire que tous les garçons qui ont auditionné ont fait des auditions vraiment géniales. Wow. Chacun force de proposition. Et quand tu te rends compte qu'en fait c'est quelque chose qui te dépasse et que c'est un moment où c'est aligné, et en fait que c'est pas parce que t'es meilleur que l'autre, pas parce que t'es plus beau, mais d'un coup il se passe quelque chose, et notamment là en l'occurrence une alchimie avec l'acteur, un truc où d'un coup c'était évident et que le travail avait déjà commencé et que c'était même au-delà du travail. Ah ouais, c'est dingue. En fait c'est assez merveilleux, parce que moi ça m'a remis en perspective aussi de me dire mais pendant toutes ces années, je pensais que, en fait, c'est que j'étais nulle. C'est juste que c'était pas fait pour moi, le rôle. Et quand tu le comprends, en fait, moi, ça m'a vraiment retiré, vraiment retiré une charge sur les épaules. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, et tu te dis, c'est tellement quelque chose qui te dépasse que ça en est presque merveilleux. Alors évidemment, peut-être que des gens qui vont m'écouter vont me dire, ouais, mais moi, c'est jamais mon moment, et c'est hyper violent aussi. Je l'ai vécu, vraiment des moments où, alors moi, j'ai vraiment eu une période dans ma vie où j'étais tout le temps, on hésite entre toi et quelqu'un d'autre, et c'était tout le temps quelqu'un d'autre. Donc t'étais toujours la deuxième. Et qu'en fait, c'est mon mec qui m'a dit, c'est quand même déjà pas mal d'être la deuxième, Alison, parce qu'en fait, vous étiez 15, donc en fait. Mais encore une fois, je voyais que le côté négatif. Logique. Ok, mais à la fin de la journée, mec, moi, j'ai pas le rôle. Ouais. Et c'est l'autre qui l'a. Grave. Sauf qu'en fait, mine de rien, c'est franchir aussi des étapes. Ouais, mais tu vois, avant, j'étais dans les 15, et puis après, j'étais dans les 3, et puis après, j'étais dans les 2, et puis à un moment, je vais l'avoir. Quand ce sera pour moi. Et quand surtout, ce sera aligné. Tu te rôdes énormément à chaque fois. J'imagine que le casting, c'est quand même une épreuve qui est très, très stressante. Et il y a ce travail de fond que tu faisais, cette fameuse graine sur ce sol gelé, où toi, tu t'entraînais à ce moment du casting, et le jour où ça a été aligné, parce qu'il y a une question d'énergie, t'étais prête à l'être. Ouais, et puis c'est surtout, moi j'ai fait... c'est intéressant quand tu parles de casting, parce que j'ai beaucoup travaillé avec un coach qui s'appelle Jordan Beswick, qui est un mec qui fait des stages en anglais, et en tout cas à l'époque c'était vraiment super. Hyper intéressant, en plus dans une autre langue. Moi j'ai adoré, parce qu'en fait j'ai trouvé ma liberté d'actrice dans une autre langue. Ouais, oui. Vraiment, ce qui est hallucinant. Et en fait il m'avait donné le meilleur conseil, Jordan, et d'ailleurs ça a changé à partir de là beaucoup, c'est qu'il me dit, quand tu vas passer un casting, toi t'as envie de leur montrer que t'es actrice. Ils le savent. S'ils te reçoivent en casting, ils le savent que t'es actrice. Montre-leur que t'es faite pour le rôle. En fait, au lieu de moi, en fait, j'étais restée bloquée à la première étape, de dire, les gars, regardez, je sais jouer, je suis actrice, regardez, je suis juste, regarde. Mais en fait, j'étais que focalisée là-dessus. Ok. Alors que quand d'un coup, je me suis dit, mais t'as raison. En fait, il faut que je travaille plus. Au lieu de travailler sur, je suis actrice, de travailler pour, je suis le rôle. Et d'arriver à trouver cette liberté dans le, je suis le rôle. Et de travailler. Tu faisais tes recherches différemment en amont, du coup? En tout cas, j'essayais de faire, au lieu de me cantonner presque de façon assez scolaire et assez basique, de je veux y arriver, de connaître mon texte sur le bout des doigts, Ah ouais, t'as lâché prise là-dessus. De travailler d'une certaine manière, ou d'un coup, quand on me dirigeait autrement, je me disais putain, attends, c'est pas du tout comme ça que j'ai compris le rôle et tout, alors qu'en fait, ouais, mais c'est comme ça que lui, il a envie de te diriger, parce que c'est comme ça que lui, il a compris, et presque de me dire, non, t'as tort, en fait, c'est pas, elle pense pas comme ça, presque. En fait, de travailler plus sur, en fait, apprendre son texte, c'est même pas du travail, en fait, c'est
un truc de base, en fait, t'es plombier, voilà, t'as ta mallette de plombier, bah, t'es acteur, t'as ton texte, en fait. Ça, c'est... Et en fait, d'arriver, au lieu de travailler dans une voie et donc, du coup, de me figer un peu dans ce que j'avais travaillé, dans une intention, dans une forme de contrôle qui est pas bonne. Exactement. En plus. Mais oui. De plus travailler sur, je suis totalement à l'écoute de ce que tu vas vouloir que je fasse et que, on fait la scène en chantant. Bah, ok, vas-y. Bah, on va la faire en chantant. Trop intéressant. Et il y a aucun problème. Ouais. Et notamment, tu vois, un des derniers castings que j'ai passé, c'était beaucoup de pages de texte. Et moi, je l'ai compris d'une certaine manière. J'ai compris vraiment qu'elle était dure, qu'elle était très désagréable, et donc, la première prise que je fais avec la directrice de casting, c'est comme ça. Et elle me dit, ok, hyper intéressant. Est-ce qu'on peut la faire où, en fait, elle est hyper douce et on va trouver sa dangerosité ailleurs. En fait, elle est douce. Et ben, je me suis dit, mais ouais, mais génial. Parce qu'en fait, bah, c'est du jeu, c'est super. Et puis, t'as raison. Et puis après, si tu veux que je la fasse debout en boitant, bah, en fait, tu rajoutes des... Ça donne une intelligence supplémentaire. De pas se fermer, de pas dire, ah putain. Ouais. Parce qu'en fait, dans mon cerveau, bah oui, j'ai pas besoin de leur prouver que je suis une actrice. J'ai besoin de leur prouver que j'ai compris ce qu'ils demandaient. Enfin, de leur prouver. J'ai besoin de leur donner ce qu'ils attendent à ce moment-là. Mais tu sais, ça s'applique à beaucoup de choses. Ça, c'est un truc sur lequel je travaille en ce moment, se lâcher prise, parce que parfois, ce que tu as imaginé ne se passe pas comme souvent, même très souvent. Et la vie te donne des petits traits d'humour et te donne ce dont tu as besoin, en gros. Exactement. Je suis pas très claire dans ce que je raconte, mais tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que c'est hyper intéressant aussi de laisser cet espace pour se laisser surprendre, quoi. Ouais. Et en plus, dans notre métier d'acteur, ça, je l'ai vachement appris avec Guillaume, mon mec, quand il a réalisé son film de Amor et Mio, Amor et Mio, où lui, en fait, il est assez fasciné par les accidents. Et il nous a demandé tout le temps, comment je pourrais dire, on avait des accessoires, par exemple, tout le temps, qui étaient à nous, tu vois, c'était pas dans cette scène, il faut qu'elle ait cet accessoire. Donc, moi, je sais pas, j'avais une banane dans laquelle j'avais toujours les mêmes accessoires qui étaient les miens. Ah, c'est marrant. Et de pouvoir, tu vois, si d'un coup, j'avais envie de me mettre du stick à lèvres alors que c'était pas écrit, bah, j'en mettais si j'avais envie. Et puis, si le stick à lèvres, il tombe, et que, bah, pas arrêter, parce qu'en fait, c'est pas grave. Et puis, si je sors du cadre pendant la demi-seconde où je vais et en fait, ça te permet justement d'être dans un lâcher-prise et d'être dans une disponibilité totale, que d'ailleurs, on a vachement quand on joue au théâtre. Je me faisais la réflexion, il y a pas longtemps, je tournais avec quelqu'un, il y a un téléphone qui a sonné et l'actrice s'est arrêtée de jouer. Elle a arrêté. Et en fait, moi, hyper naïvement, je dis, bah, pourquoi t'arrêtes? Elle me dit, bah, le téléphone qui a sonné. Ah ouais. C'est-à-dire que, moi, du coup, vu que là, je viens d'enchaîner pas mal de pièces, bah, au final, quand t'es au théâtre, le téléphone, il sonne, tu te mets pas sur pause, en fait, tu continues. Et en fait, ça, je trouve que c'est hyper agréable d'essayer de le trouver quand t'es acteur, de dépasser ce carrément. De super disponibilité, bah, le téléphone sonne. Ok, bah, il y a un pan du décor qui s'est écroulé, c'est pas, enfin, tu vois, d'essayer de... T'as vu ton évolution par rapport à quand t'avais 28 ans? Enfin, tous ces trucs-là, tous ces skills que t'as appris avec les années, ça, c'est un grand succès. C'est gentil. Non, mais c'est génial. Merci. Je trouve ça tellement intéressant. Ça rend ton taf encore plus intéressant parce que tu continues d'apprendre en permanence. Tout le temps, bah, ça, c'est génial. Heureusement, d'ailleurs, sinon on serait chier quand même. Ouais, et puis surtout, pour aller plus loin que quand je suis arrivée, on est la somme de nos échecs, on est aussi vachement la somme de nos rencontres, en fait. Mais et ça, c'est assez magique. De pas avoir peur d'aller vers l'autre, de pas avoir peur de tenter des trucs, Je trouve ça assez cool, ouais. Merci beaucoup. Merci Lisa. à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.